Bonsoir et bienvenue à cette édition. Les titres. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel a abrité ce vendredi 25 juin 2021 la deuxième vague d'étudiants en fin d'année de licence. Devant les jurys, ces récipiendaires ont défendu leurs recherches. Plus de précisions dans cette édition. Le sommet organisé par la CEDEAO il y a quelques jours a entre autres porté sur la création de l'ECHO. À la faveur d'un point de presse, le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenoussi, a apporté des précisions sur la feuille de route de la création de cette monnaie. Le Hadji, grand pèlerinage musulman, se tient à la Mecque en Arabie Saoudite. Pratiqué par les musulmans depuis plusieurs siècles, ce pèlerinage est basé sur plusieurs commandements. L'islamologue Bachirou Lassisi en parle dans ce journal. Le président Patrice Talon a plusieurs ambitions pour les Béninois pour le compte de son second quinquennat. Reçu pendant la période électorale, Urbain Amegbedji, directeur de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi ANPE, a eu à exposer sur ESAE TV les prévisions incluses dans le projet de société du candidat Patrice Talon et de sa colistière Mariam Chabit Talata. Suivons ensemble un extrait de son intervention lors de l'émission L'invité sur ESAE TV. Bien apprécier les infrastructures, et bien tout cela va se poursuivre. Mais bien plus que cela, nous allons faire en sorte que chaque Béninois se sente bien dans sa peau. Se sentir bien dans sa peau, c'est être en mesure de pouvoir manger à sa faim, de pouvoir se vêtir, de pouvoir se loger. Je l'ai dit, tout dit, les 5 besoins fondamentaux que chaque Béninois, chaque famille béninoise puisse l'assurer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisse avoir accès à cela par son travail, non pas parce que l'État va distribuer des choses aux gens, mais par son travail. Et là, le programme prévoit essentiellement, est très centré sur du social. C'est-à-dire, qu'allons-nous faire pour que chaque Béninois puisse exprimer le potentiel qui est en lui, puisse s'exprimer et travailler, puisse créer de la richesse, puisse apporter sa contribution là où il est par rapport à la construction de ce pays. Et ça passe par de vastes programmes dans l'agriculture, par exemple. Quand je prends l'agriculture, le programme prévoit l'aménagement de 500 000 hectares de terre. Vous savez bien qu'aujourd'hui, lorsque nous appelons les jeunes à aller vers la terre, parce qu'il y a beaucoup de potentiel dedans, les jeunes ont un gros problème. Ils n'ont pas accès à la terre. Si leurs parents n'avaient pas de terre, eh bien, ils se retrouvent à ne pas en avoir. Et pour en acheter, c'est très difficile. Et une fois qu'ils ont eu la terre, l'aménagement est encore un autre problème. Il faut pouvoir défricher, dessoucher et rendre cette terre arable capable de vous produire des fruits. Et pour cela, l'État a décidé de prendre le taureau par les cornes et d'aménager 500 000 terres. 500 000 hectares de terre qui vont être mis à profit, donnés aux jeunes pour que les jeunes qui veulent aller à la terre puissent produire. Mais le programme ne s'arrête pas là. Une fois qu'ils ont la terre, vont-ils produire avec la daba? Le programme prévoit la mécanisation de notre agriculture, les petits outils, les motoculteurs et tous les instruments qui peuvent faciliter le travail aux agriculteurs, notamment à ces jeunes qui veulent aller à la terre. Le programme prévoit l'accès subventionné à des outils de travail. Le programme prévoit également un financement parce que une fois que vous avez eu la terre, que vous avez eu accès aux machines, il faut également des fonds pour pouvoir réussir ce que vous voulez faire. Et aujourd'hui, la difficulté d'accès aux fonds aux jeunes est manifeste. Tout le monde le voit parce que les banques demandent des garanties qu'un jeune ne peut pas avoir. Un jeune n'a encore rien fait pour avoir des garanties et pouvoir avoir un crédit à la banque. Le programme prévoit des fonds de garantie qui seront déposés dans les banques de manière à ce que les jeunes puissent avoir accès au crédit à taux réduit. Et parfois, pour certains domaines, à taux 0 francs. De manière à ce que le financement ne soit plus un handicap pour l'entrepreneuriat des jeunes. Le programme prévoit également pour les jeunes qui n'ont pas été à l'école
ou très peu instruits et qui sont souvent un peu complexés pour pouvoir exprimer leur talent, le programme prévoit de prendre en charge ces jeunes-là à travers un vaste projet de 33 milliards qui va permettre d'appuyer par des formations les jeunes qui veulent aller à l'entrepreneuriat et par des subventions qui vont leur permettre de démarrer leur entreprise. L'État, et ça le chef de l'État l'a martelé, le chef de l'État a dit que nous avons assaini le cadre macroéconomique. Nous avons mis en place une meilleure gestion de nos ressources. Toutes les institutions internationales le remarquent aujourd'hui. Nous avons accès un peu plus au crédit aujourd'hui. Nous avons fait tout cela et c'est bien. Et tout le monde nous acclame pour tout cela qui a été fait. Mais il faut, on a fait tout cela pour que les entreprises privées puissent venir s'installer, créer des usines et créer de l'emploi. Mais ça tarde et les jeunes sont pressés. Le programme prévoit que l'État va investir encore dans le secteur privé, même si le système de gestion ne sera pas comme auparavant, comme on avait fait. L'État va accompagner le processus d'industrialisation de notre pays. Et donc, comme exemple, l'État va être le promoteur du 3e réseau GSM qui va être créé parce que, comme vous le savez, le GSM dont nous avons besoin aujourd'hui, l'Internet dont nous avons besoin partout pour notre enseignement, pour notre agriculture, pour notre économie, pour les transactions financières, ne serait-ce que le microcrédit à l'AFIA, où la dernière femme qui est dans son village et qui veut avoir accès au microcrédit a besoin de cet Internet pour pouvoir faire ces transactions, eh bien, vous savez que les réseaux privés, là où ce n'est pas rentable, ils ne vont pas là-bas. Là où il y a peu de monde pour rentabiliser les investissements qui sont lourds en matière de communication, ils n'y vont pas. Eh bien, l'État va les supplier, créer un 3e réseau. Et la vocation de ce réseau, c'est de couvrir tout le territoire, y compris là où ce n'est pas rentable, pour que toutes les populations bénéficient de ce bienfait qui est la fibre optique, qui est l'Internet. L'État va ainsi, donc, comme dans le GSM, s'investir dans certains domaines tout en associant les privés de manière à ce que la création d'emplois puisse être réglée par le secteur privé, mais également, cette fois-ci, par le secteur public qui va accompagner, qui va donner le tonus pour que les autres puissent venir. Nous n'allons pas les attendre éternellement. Le chef de l'État a dit, eh bien, nous allons démarrer par... Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont défini la feuille de route de la création de l'ECO le samedi 19 juin dernier lors de la 59e session ordinaire de la conférence de l'organisation sous-régionale à Accra. À 48 heures après, Aurélien Agbenossi, le ministre béninois des Affaires étrangères, a levé un coin de voile sur le calendrier. Au cours d'un point de presse, suivez-le. Sur la création d'une union monétaire, je voudrais vous informer que la conférence a décidé d'adopter le pacte de convergence de la stabilité macroéconomique entre les États membres de la CEDEAO, dont la phase de convergence couvre la période 2022-2026 et la phase de stabilité qui, elle, va courir à partir du 1er janvier 2027 et elle a pris note de la feuille de route pour le lancement de l'ECO à l'horizon 2027 et a chargé un comité ministériel constitué dans ce cadre de continuer à travailler pour résoudre toutes les questions en suspens. Sur l'ECO, je pense que la question n'est pas si simple que cela. Regardez, au niveau de la famille CEDEAO, nous sommes presque un groupe de 3 pays. Vous avez d'abord tous les anciens pays, les pays anciennement colonisés par la France, qui sont dans le système du CFA. Vous avez ensuite, et qui ont la même banque centrale, vous avez le Nigeria, qui est un gros morceau, qui a aussi sa banque centrale. Et vous avez maintenant le Ghana, vous avez la Guinée-Bissau, le Cap-Vert et d'autres encore, qui sont dans la Gambie, qui sont dans une autre dynamique. Il faut pouvoir faire converger toutes ces transitions monétaires, qui ne sont pas exactement les mêmes. Et je crois que le travail que le comité des ministres est en train de faire avance énormément et c'est une sagesse, à mon avis, en gestion d'affaires publiques, que de prendre le temps pour faire ces choses-là, parce qu'il s'agit de notre monnaie. Et de prendre des décisions précipitées dans ce domaine-là peuvent faire plus de mal que de bien.
Donc je comprends que les chefs d'État aient cherché à être très prudents, à s'assurer que les critères de convergence peuvent être en vigueur à partir de telle période, mais pas à telle période. La crise de la Covid est aussi passée par là et qui a mené un certain nombre de pays à ébranler leurs équilibres macroéconomiques. Tout ça, je crois, crée un cocktail là qui commande que les chefs d'État, de manière responsable, se disent « allons-y sûrement, mais lentement, pour que d'ici 2027, les choses puissent se faire ». Voilà. Le traitement de l'information par les médias de service public en Afrique de l'Ouest francophone a fait objet d'une thèse de doctorat à la faculté des sciences juridiques de l'université d'Abomey-Calavi. 2 heures d'horloge ont suffi pour le jury qui a accepté le travail de la doctorante. Le compte rendu de la soutenance avec Carles Kitome. Ainsi, Jeanne Aïla, épouse Medagbe, a été admise au grade de docteur en droit privé en soutenant sa thèse intitulée « Démocratie et médias du service public en Afrique occidentale francophone, cas du Bénin, Burkina Faso et du Togo ». Nous avons étudié le journal de l'ORTV et de Canal 3. Il y avait des actualités qui passaient sous silence à l'ORTV, que l'ORTV ne relayait pas du tout. Donc si nous nous situons dans ce contexte, je dirais que l'information à l'ORTV n'est pas équilibrée et ne prend pas en compte toutes les tendances, tous les courants de pensée et d'opinion. Au Burkina Faso, nous avons pu voir la grille des programmes de la RTV qui incluait des émissions interactives, non seulement interactives où l'audience pouvait intervenir et dire ce qu'elle pensait tout, mais il y avait des émissions où l'opposition était par exemple invitée pour dire ce qu'elle pense, et il y a des débats contradictoires, ce qui fait d'ailleurs tous ces facteurs jouent en faveur du classement en ce qui concerne la liberté de la presse. Lorsque nous allons au Togo déjà, c'est le moment de souligner que lorsque nous avons voulu faire notre enquête, les populations étaient très prudentes parce que le taux de personnes n'ayant pas répondu était largement supérieur à ce que nous avons finalement traité. Et ils reçoivent quand même de cet échantillon que l'information n'est pas ce qu'elle devrait être sur la TVT. Donc, répondre à cette question, nous pourrons donc dire que les médias de service public, en termes de qualité de contenu, devraient faire plus d'efforts. Au terme de son exposé, le jury lui a prodigué des conseils pour améliorer son travail. En ce qui concerne les articles, bon, par moment, vous mettez le nombre les références de pages. Il faut fondamentalement faire une subdivision à ce niveau. Et puis, pour les ouvrages, vous ne mettez jamais le nombre total de pages. Vous n'avez jamais mis pour les ouvrages. Pourquoi? Vous savez très bien qu'en Afrique, ce n'est pas la télévision qui est le canal le plus utilisé par les populations, que c'est bel et bien la radio. Est-ce que vous le savez? Oui, professeur. C'est la radio, hein? Avez-vous lu les travaux de André Jean Pires? Oui, professeur. C'est la radio qui est facile d'accès. Le nouveau docteur annonce que cette étape n'est que le premier pas dans de nouveaux travaux de recherche. La vague des soutenances s'est poursuivie à l'ESAE ce 25 juin. Les impétrants au journalisme ont planché pour diverses fortunes. Quelques étudiants admis à la licence professionnelle en journalisme reviennent sur les sujets traités au micro de Carles Kitome. On peut retenir que les chaînes de télévision en ligne aujourd'hui sont confrontées à d'énormes difficultés, comme des difficultés en matière de connexion Internet. Donc, ces chaînes de télévision doivent essayer de revoir leur format de diffusion d'informations pour que les internautes
puissent accéder facilement à l'information. L'essentiel à retenir, c'est que les Web TV aujourd'hui, jusqu'à présent, ne disposent pas d'existence légale au Bénin. Le sujet principal, c'est le prêt à diffuser et l'actualité de l'information sur Esaü Radio. Donc, nous avons fait ce choix parce que lors de notre stage à Esaü Radio, nous avons remarqué qu'ils font des PAD, c'est-à-dire qu'ils enregistrent des informations, les tranches, les sessions d'information, que ce soit le journal, les flash infos en PAD. Et voilà que, avant qu'ils ne posent ces flashs, il arrive parfois que les informations évoluent avant la diffusion. Parce que bien avant qu'ils diffusent, le problème de connexion se pose parfois. Donc on peut dire que le journal connaît parfois un retard de 2 heures, voire à 3 heures avant d'être transmis, avant d'être publié. Donc on se dit, mais à voir les décalages qu'il y a entre l'heure de l'enregistrement et l'heure de diffusion, les informations peuvent avoir évolué. C'est ce qui nous a d'abord amené à travailler sur ce sujet. Les membres des différents jurys ont exprimé leur satisfaction. Monsieur Landou estime que tous les impétrants sont aguerris. Pour le marché de l'emploi, il ne leur manque que la socialisation. Nous avons face à nous des étudiants qui restituent ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont appris au cours de leur stage dans les entreprises. Et pour pouvoir nous permettre d'apprécier leur niveau de connaissance par rapport à ce qu'ils ont écrit. Donc, connaissances acquises au cours de leur cursus universitaire et connaissances acquises pendant les stages. Donc, c'est ça. Je pense que pour l'ensemble, nous sommes bien satisfaits de leur prestation parce qu'on voit qu'il a de mieux en mieux de sérieux donc, dans leur sujet de mémoire. Donc, tout va bien. Je pense que toute chose a son début. Et on commence et on acquiert des expériences. Donc, ils sont prêts. Et il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la socialisation, c'est-à-dire tout ce qui concourt à bien les encadrer dans le cas de l'exécution ou bien du déroulement de leur carrière professionnelle. Donc, s'il a un bon accompagnement, je pense que s'ils sont intelligents, donc, ils pourront réussir. Le Hajj est le pèlerinage que font les musulmans au lieu saint de la ville de la Mecque en Arabie Saoudite. C'est entre les 8 et 13 du mois lunaire de Dhul al-Hijja, 12e mois de l'année musulmane, qu'a lieu le grand pèlerinage à la Mecque qui constitue le 5e pilier de l'islam. Dans le numéro de l'émission Free Matin de ce vendredi, l'islamologue Bachirou Lassisi est revenu sur les prescriptions islamiques qui encadrent le Hajj pour les fidèles musulmans. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Le Hajj ou bien le pèlerinage, tout d'abord, est l'un des 5 piliers de l'islam. Comme l'a rapporté un des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Bunya l'islam wa ala khamsin. L'islam se base sur 5 piliers. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Attestation de foi qu'Allah est unique et le messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son messager. Wa iqami salat, acquitter les 5 prières quotidiennes, les prières. Wa sawmi Ramadan, jeûner le mois de Ramadan. Wa ita'i zakat, faire de l'aumône, la zakat, wa hajjil bayt, et accomplir le pèlerinage. Donc le pèlerinage ici fait partie des piliers de l'islam. Et ce que nous comprenons comme piliers, c'est tout comme des fondations sur lesquelles se repose une chose. L'islam maintenant se base sur 5 piliers. Par exemple, maintenant, on peut dire le pilier d'un homme, maintenant, ce sont ses 2 pieds. Lorsque un pied s'enlève de ses pieds,
Donc, il ne peut pas se tenir debout correctement, il sera un peu penché. Donc, c'est comme ça exactement. Nous avons une table, la table a 4 pieds. Et si nous enlevons un seul pied, donc c'est qu'un de ces piliers est parti et la table ne sera plus droite, sera penchée. C'est exactement ce que symbolisent les 5 piliers de l'islam. Dans l'islam, c'est basé sur 5 piliers. Et si un pilier en manque, malgré qu'on a les moyens et que nous la laissons, nous l'abandonnons, c'est tout comme notre islam ne se repose pas sur un bon pilier. Donc, le hajj, mais son sens, c'est la soumission. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire quelque chose, il y a derrière cette chose ce que Allah veut de nous. Comme le Ramadan, comme nous l'avons dit dans nos émissions passées, c'est la crainte d'Allah. Allah veut de nous que nous soyons pieux, nous ayons la piété et chaque fois craindre Allah, se souvenir de lui à chaque moment si nous voulons faire une chose. Mais ici, le hajj, c'est la soumission, se soumettre à Allah. Ça dit, tu n'as pas le choix. Tu prends ton argent, tu fais remplir les formalités avec les difficultés. Tu vas, nous savons, ceux qui sont allés au pèlerinage, ceux qui subissent là-bas, c'est vraiment un sport qui dépasse un niveau de compréhension. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui veut dire que je fais tout cela parce que je me soumets à l'ordre d'Allah. Je n'ai aucune raison à ne pas le faire. Donc, le hajj, c'est une adoration, c'est l'un des piliers de l'islam et son sens, c'est la soumission totale à Allah subhanahu. Est-ce que le hajj paraît obligatoire pour le fidèle musulman? Est-ce que c'est une obligation? Bien sûr que oui, comme nous l'avons dit que c'est un pilier, c'est une obligation, mais à condition. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a évoqué dans le Coran, il dit « Walillahi ala nasi hijjul bayti liman istata'a ilayhi sabila » Il dit, c'est une obligation, c'est une injonction de moi, Allah subhanahu wa ta'ala, à vous, les êtres humains, les musulmans, d'accomplir le pèlerinage, mais pour ceux qui en ont les moyens. Ce qui veut dire que la première des conditions pour pouvoir accomplir, pour que le hajj soit obligatoire pour toi, c'est les moyens. Et ces moyens se traduisent tout d'abord à les moyens financiers pour pouvoir accomplir le pèlerinage. Et le second moyen, c'est la santé. Tu as la santé, tu peux accomplir le hajj, tu peux aller. Donc, si ces deux conditions se réunissent, ou bien ces deux moyens, conditions se réunissent, et que tu n'accomplis pas le hajj, alors donc tu as abandonné l'une des obligations divines d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ton islam n'est pas bien posé sur sa fondation. N'est pas bien posé sur sa fondation. Alors, lorsqu'on parle de hajj, il se fait que on voit pour la plupart du temps des fidèles musulmans qui vont chaque année au hajj. Est-ce une prescription d'Allah? Bon, au fait, aller au hajj chaque année, ce n'est pas une mauvaise chose, mais nous devons chercher à comprendre qu'est-ce qui nous amène à aller au hajj chaque année. Pourquoi? Innamal a'malu binniyat. Chaque chose que nous faisons, c'est basé sur notre intention. Je peux aller au hajj et Allah va dire que ton hajj, je ne l'accepte pas. Parce que ça dépend de ton intention. L'intention, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'obligation qui a été mentionnée, c'est d'aller une seule fois dans sa vie. Si tu augmentes, ce n'est plus une obligation, c'est tout comme nous faisons des nafil. Les nafil en islam, c'est tout comme des adorations qui ne sont pas obligatoires, mais qu'on appelle surrogatoires. Alors, si toi tu as les moyens, et c'est ces moyens-là qui te disent chaque fois qu'il faut aller, est-ce que ce n'est pas que tu veux te faire montrer que toi tu as les moyens, tu vas au pèlerinage chaque année? Et n'oublions pas que peut-être dans ta famille, il y a les gens pauvres qui ont besoin de ton soutien pour pouvoir sortir de leur pauvreté. Tu les abandonnes pour aller au hajj. Ça n'a pas de sens. Sport pour finir, Dynamo de Parakou et Dragon ont fait un match nul, 2 buts partout ce jeudi dans le cadre de la 17e journée de la Super League Pro. Cet après-midi, Damissa accueillait Requin à Parakou en clôture de cet avant-dernier acte du championnat. Victoire des Panthères de Ndali, 3-1. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable week-end à toutes et à tous.